Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du 7-8 Journal sur TV 78. Nous sommes le jeudi 6 septembre. Tout de suite, les titres de l'actualité. Un nouveau programme immobilier d'ici l'automne 2020 à Guyancourt. 63 logements en accession vont sortir de terre dans le quartier du Pont du Routoir. À l'occasion de parler de la politique de la ville en la matière avec notre invité Stéphane Olivier, maire adjoint de Guyancourt en charge des projets urbains. Sa présidente, Sophie Legrand, sera en plateau. Family Wanted œuvre pour sauver les chats abandonnés et les soigner. L'association cherche également de nouveaux foyers à ces animaux rescapés. Elle organise à partir de demain un week-end d'adoption. C'est au magasin Animalis de Morpas. Et puis le portrait de la semaine est consacré à cet Yvelinois qui est né il y a plus d'un siècle. À 110 ans, Michel Chevalier est le doyen d'Île-de-France. Nous l'avons rencontré dans sa commune, Saint-Rémy-les-Chevreuses. Mais d'abord, la visite aujourd'hui de Muriel Pénicaud à Guyancourt. La ministre du Travail s'est rendue sur le tout nouveau campus des services de l'automobile et de la mobilité. Le site de 12 000 mètres carrés a ouvert ses portes en cette rentrée. Sur place, 4 organismes de formation pour préparer à l'ensemble des métiers des services de l'automobile. Il existe 13 domaines d'activité, du commerce au contrôle technique en passant par le dépannage. Plus de 130 000 entreprises agissent dans ce secteur et nous reviendrons plus largement sur cette visite demain dans l'émission du 7-8, l'hebdo présenté par Nicolas Dandry. Stéphane Olivier est avec moi sur ce plateau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le 9e maire adjoint de Guyancourt en charge des projets urbains. 63 logements en accession vont sortir de terre d'ici 2020 dans le quartier du Pont du Routoir. Vous avez signé un accord en ce sens, je vais y arriver, avec 2 sociétés pour la réalisation de ce projet. Pourquoi était-il nécessaire pour la ville de faire construire ces nouveaux logements ? Parce qu'il y a toujours une demande importante de logement sur la ville. Il faut savoir que, statistiquement, une ville de la taille de Guyancourt doit construire 110 logements par an, juste pour que sa population reste la même. Parce que vous savez, il y a les enfants qui quittent le foyer parental, parfois malheureusement des couples qui se séparent et tout. Donc il y a besoin de nouveaux logements, rien que pour rester au même nombre d'habitants. Donc on a une forte demande de logements. Et à Guyancourt, on a toujours voulu avoir un parcours résidentiel, c'est-à-dire une diversité dans le type de logement. Des logements locatifs sociaux, des logements en accession libre et, ce qui est le cas de cette opération-là, des logements en accession aidée. C'est-à-dire que ce que nous avons voulu faire dans un quartier où il y a beaucoup de logements sociaux, donc pour apporter de la mixité, eh bien, c'est d'offrir, qui arrive une offre de ce qu'on appelle donc de logements en accession à prix maîtrisé. C'est-à-dire que c'est réservé à des gens qui pour l'instant ne sont pas propriétaires, donc qui peuvent devenir propriétaires. Oui. La ville a vendu le terrain, parce que c'était un terrain sur lequel il y avait un préfabriqué qui ne nous servait plus. D'accord. La ville donc a vendu ce terrain à un promoteur à un prix moindre que celui du prix du marché. En contrepartie, le promoteur s'engage à vendre lui aussi aux acquéreurs à un prix maîtrisé et à réserver cette offre à des gens qui ne sont pas encore propriétaires, qui vont pouvoir le devenir. Il y a une vraie volonté pour la ville de favoriser l'accès à la propriété aux Guyancourtois. Voilà. Vous l'avez dit, c'est aussi dans un quartier qui est en plein développement, c'est le Pont du Routoir que la ville s'attache à développer depuis plusieurs années. C'est un quartier qui a été créé, je le rappelle, en 1972. Pourquoi c'est nécessaire d'agir dans ce quartier du Pont du Routoir ? Quand on compare aux autres quartiers de Guyancourt, il y a toujours eu, qui sont plus récents que le Pont du Routoir, je ne parle pas du quartier plus ancien comme le village, mais que ce soit le parc, les Saules, quartier de l'Europe, Villarroy, il y a toujours une volonté qui est une mixité sociale. C'est-à-dire qu'on a, comme je disais, du locatif social, de l'accession, et tout ça vit ensemble. Et le quartier du Pont-Routoir, fait au début des années 70, c'est pas du tout cette logique au départ, c'est les HLM de Versailles qui sont déplacés, une partie des HLM de Versailles qui sont déplacés à Guyancourt. C'est un quartier qui a été aussi isolé pendant plusieurs années. Donc tout le travail qui a été fait, mais c'est un travail de très longue haleine, ça a commencé à l'époque de Roland Nadeau, c'était déjà de reconnecter ce quartier au reste de la ville, et puis d'y apporter de la mixité. C'est pour ça qu'il y a eu la place Cendrillon, le quartier de la Margerie qui touche, qui a lui aussi apporté de la mixité sociale. Il y a eu donc plus récemment des nouvelles opérations qui ont été faites à l'emplacement où il y avait autrefois une entreprise de menuiserie. Donc un promoteur avait acheté ces terrains. Nous, on a travaillé avec ce promoteur qui voulait au début construire
sans réfléchir et tout, pour qu'il y ait un véritable aménagement, la construction d'un groupe scolaire, d'une clinique également, d'une résidence intergénérationnelle qui est en construction, de la clinique de soins de suite, voilà, qu'il y ait une vraie vie qui se fasse sur le quartier. Voilà, on veut aussi redynamiser ce quartier, en faire tout simplement un quartier de Guyancourt parmi d'autres. À Guyancourt, on est aux alentours des 50% de logements sociaux, oui, c'est ça. Voilà. L'idée aussi, c'est de pouvoir rééquilibrer, de proposer, vous le disiez tout à l'heure, une offre vraiment large. Ce chiffre de 50% nous semble un bon chiffre sur l'ensemble de la commune. Mais on rappelle que la loi vous impose 25%. Oui. Mais vous savez qu'il y a les minimes, je crois que c'est plus des 2/3 des habitants d'Île-de-France ont un revenu qui les rend éligibles au logement social. Donc nous, 50%, ça nous paraît un bon chiffre, mais à condition que ce soit une mixité qui se fasse rue par rue et pas d'un côté un quartier où on met tous les HLM et puis de l'autre côté un quartier où on met tous les propriétaires. Il y a plusieurs quartiers d'ailleurs qui ont aussi leur identité. Vous disiez le village, le centre-ville finalement de Guyancourt, qui a ce côté village hérité du Moyen-Âge. C'est vraiment des quartiers avec des identités propres. Voilà, c'est vrai que chaque quartier de Guyancourt a. Il y a aussi des quartiers donc, qui datent des débuts de la ville nouvelle et qui ont aussi maintenant une identité propre. Ça fait 40 ans et les gens sont attachés à cette identité. Donc nous, on est pour qu'il y ait un vivre ensemble partout sur le territoire de la commune. Donc c'est pour ça que là où il y a beaucoup de logements sociaux, on est plutôt enclin à développer l'accession à la propriété. Il nous reste un peu moins de 2 minutes. Revenons à ce programme de 63 logements. Il y a des plaquettes de présentation qui sont disponibles en mairie. Disponibles en mairie. Il va y avoir une réunion début octobre aussi d'information. Donc j'invite tous les ménages, soit si vous habitez Guyancourt, si vous y travaillez et que vous souhaitez devenir propriétaire, mais que pour l'instant vous trouvez que le coût de l'immobilier est trop élevé pour vous, peut-être que ce projet, qui a plus maîtrisé, parce que c'est 3 500 € du mètre carré, il vous permettra de devenir propriétaire. Donc allez vous renseigner. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver les informations sur le site de la mairie de Guyancourt. Il y a des critères d'éligibilité aussi pour pouvoir accéder à ces logements. Il y a un plafond de revenus, mais qui est celui du logement social, plus 11%. D'accord. On retrouve bien sûr toutes ces informations sur le site de la ville de Guyancourt. Merci Stéphane Olivier d'avoir été avec nous. De rien. Et je rappelle que vous êtes le maire adjoint aux projets urbains à Guyancourt. La Société du Grand Paris aura un nouveau président demain. Les 21 membres du conseil de surveillance doivent élire le nouveau président de cet établissement public. Il est chargé de développer le Grand Paris Express, ces nouveaux métros en Île-de-France, dont la ligne 18 notamment. 2 candidats sont en lice, dont le président LR du département des Yvelines, Pierre Bédier, soutenu par ses homologues franciliens. Face à lui, Patrick Braouezec, nommé membre du conseil de surveillance par décret cet été et qui a les faveurs de l'État. Urbanisme toujours, mais à Élancourt, où les jardins familiaux des 4 arbres sont menacés de disparition. Un collectif d'une cinquantaine de membres a été créé par des habitants. Il défend donc ce jardin collectif qui est arrivé dans les années 1970 dans la ville. Le projet de construction du futur commissariat d'agglomération est prévu en lieu et place des jardins que la municipalité souhaite relocaliser à un autre endroit. Le collectif se mobilise tout au long du mois de septembre pour la sauvegarde de ces jardins et une pétition a déjà recueilli plus de 1000 signatures, propos collectés par Patrick Jacques de Dixmude. C'est pas un combat d'arrière-garde. Aujourd'hui, plus personne ne veut manger des choses qui sont pas correctes, qui sont pas clean, qui sont pas bio. Tout le monde rêve de manger bio, bien que tout le monde n'en ait pas les moyens parce que c'est quelque chose qui revient très cher. Et je me dis qu'il faut pas rater ça, quoi. Il y a des tas de communes de la ville nouvelle qui sont parties là-dessus, qui préservent les terres, qui justement mettent ça en valeur. Et puis ici, on va mettre tout ça en l'air, alors que c'est un véritable trésor. Et concernant le projet d'aménagement de la zone d'activité des 4 arbres, le groupe d'opposition au conseil municipal Ensemble pour Élancourt organise ce jeudi soir un débat. C'est à l'ancienne mairie de la ville à partir de 20h30. Un autre jardin collectif à la Verrière a lui accueilli un anniversaire pour clôturer la célébration de ses 10 ans. L'association Dédale a réuni des adeptes autour de la tomate. Le week-end dernier, une exposition de différentes variétés de ce fruit rouge ont rythmé les festivités. Retour avec Marilène Yapichino et Patrick Jacques de Dixmude. D'origine bosniaque ou russe, de couleur rose ou orange, la tomate se décline sous de multiples variétés. Pour fêter ses 10 ans, l'association Dédale la met à l'honneur avec l'aide des passionnés de la plantation du jardin collectif de la Verrière. Je suis venu pour échanger avec les autres, pour échanger au niveau des graines ou les tomates, les produits, mais aussi échanger des idées.
il y a des expériences diverses et variées, on en apprend toujours. La star de la journée a de quoi rougir. Tous parlent d'elle et la décortiquent pour la découvrir dans ses moindres détails. L'idée, c'est de repartir avec quelques graines, des tomates qui vous plaisent, et de rencontrer ceux qui les ont élevées, ces tomates-là, et qui vous les offrent. L'occasion d'échanger de précieux conseils, notamment pour récupérer ces fameuses graines. Je fais moitié eau, moitié vinaigre blanc. Et je laisse tremper 3-4 jours comme ça. Moi, je mets juste dans l'eau. Moi, je mets du vinaigre blanc. Oui. Comme ça enlève tout ce qui est gluant là Ça autour. enlève espèce de gélatine. Ouais. Gélatine là. Cet échange autour de la tomate n'est qu'un exemple des actions de l'association. De la co-organisation du festival Alternatiba à la Verrière à la création d'une AMAP Attrape, les membres ont rappelé l'étendue de leur réussite en 10 ans. Nous avons toujours cherché à soutenir les initiatives positives, à créer un réseau de confiance sur le territoire et à faire collectif avec toutes les bonnes volontés prêtes à s'engager pour des alternatives éthiques. 10 années qui ne demandent qu'à être poursuivies. Prochain rendez-vous le 10 novembre pour les ripailles, des repas débats sur le thème des solidarités à Maurepas. Ce week-end, vous pourrez venir en aide à des chats en détresse. Des journées d'adoption sont organisées ce samedi et dimanche. C'est au magasin Animaliste de Maurepas et c'est organisé par une association du territoire Family Wanted. Bonsoir Sophie Legrand. Bonsoir. Vous êtes la présidente de cette association. On parle dans un instant de cet événement et aussi de vos actions sur le territoire. Family Wanted a pour but de sauver les chats abandonnés, de les soigner, de leur retrouver aussi un nouveau foyer. Au sein de cette association, beaucoup de personnes qui ont œuvré pour la protection animale. Pourquoi créer cette association ? Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait énormément de demandes de sauvetage et toutes les associations sont saturées et n'ont plus de place pour faire face à la demande. Du coup, on s'est lancé, on a créé notre association, on a recruté plein de bénévoles et des familles d'accueil et voilà, nous apportons notre pierre à l'édifice. Voilà, nous avons toujours besoin de familles d'accueil parce que les demandes sont vraiment, vraiment nombreuses. On en reçoit tous les jours. Et tous les jours, on est obligé de refuser des sauvetages, de laisser des chats à la rue par manque de familles d'accueil et aussi par manque de dons, par manque de moyens. On aura l'occasion de repasser un appel aux bénévoles à la fin de cet entretien. Alors on sait que le problème de l'abandon explose au moment des départs en vacances. Quelle est la situation ici à Saint-Quentin-en-Yvelines ? Qu'est-ce que vous avez pu observer sur le terrain ? Beaucoup d'abandons, d'adultes évidemment à la rue, pas identifiés. Donc voilà, c'est très facile de se procurer un petit chaton tout mignon qu'on trouve sur Internet ou qu'un voisin nous a donné parce que sa chatte a eu une portée, de pas l'identifier, de pas le mettre en règle, de rien faire. Et quand il est adulte et qu'il est gênant, on le met à la rue. Et ensuite, nous, on les récupère. Pourquoi faut-il les sortir de la rue, ces chats ? On a peut-être tendance à tort à présenter le chat comme un animal indépendant. Face à quel danger est-il exposé dans la rue, le chat ? Déjà, aux sévices des êtres humains, aux accidents, à la faim, parce qu'il n'y a plus assez de nourriture dans les villes pour les chats. Ils n'arrivent pas à chasser suffisamment pour se nourrir. Aux maladies. Il y a le sida du chat, le cause, coryza, typhus. Il y a plein de maladies peut-être que tout le monde ne connaît pas, mais qui sont mortelles pour les chats. Comment travaille votre association ? J'imagine que ça démarre dans la rue, justement, pour repérer les chats abandonnés, déjà. Voilà. Alors, c'est beaucoup de gens qui nous appellent, qui nous signalent un chat blessé, un chat errant, un chat maigre, etc. Nous, on se rend sur place. Si on a la place de le prendre à l'association, on le prend, on le place en famille d'accueil. Il est très important de faire une quarantaine pour ne pas le mettre en contact tout de suite avec les autres animaux. On ne sait jamais s'il a des maladies, des choses comme ça. Et voilà, ensuite, on le met en règle, on fait tout ce qu'il faut pour lui. Vous parliez des familles d'accueil, c'est un rôle primordial avant que le chat retrouve un foyer Sans les familles permanent. d'accueil, clairement, on n'est rien. On ne peut pas sortir les chats de la rue sans famille d'accueil. Il y a un vrai manque aujourd'hui de familles d'accueil, de bénévoles au sein de votre association ? Oui, vraiment. Donc on peut aussi trouver toutes les informations, vous contacter sur le site, la page Facebook qui s'affiche en bas de l'écran. Alors des actions sont mises en place sur le territoire. Alors notamment en ce moment, il y a une cagnotte qui a été mise en place pour financer les frais médicaux de 6 chatons qui ont été victimes d'actes de barbarie. Voilà, c'est ça, exactement. C'est le mot, puisque a priori, selon les constatations du vétérinaire, qui les a vus 2 fois, à 2 reprises au cabinet, les yeux ont été, enfin certains yeux ont été crevés et les paupières supérieures coupées. On voit des images qui sont assez choquantes. Voilà, exactement. Et comment on peut venir en aide au chat quand voilà, un chat qui est en détresse comme ça, quel est votre rôle finalement quand vous le recueillez ? Déjà de le remettre sur pattes, là, on va les soigner, on va essayer de faire ce qu'on peut pour sauver les yeux, sachant qu'il y en a qui vont être énucléés, c'est inévitable, les soins vont être longs, très longs, d'où la cagnotte que nous avons lancée, parce que je pense qu'il va y avoir pas mal d'interventions. Et après, on va essayer de leur trouver des familles dignes de ce nom. C'est des frais médicaux qui sont élevés ? Oui, oui.
Alors on le disait en début de cet entretien, vous organisez un week-end d'adoption ce samedi et dimanche au magasin Animaliste de Maurepas. Quelles sont les conditions pour adopter ? Il faut passer un entretien avec les responsables qui valident les adoptions sur place. Il faut s'acquitter de 150 € de frais d'adoption, s'engager à vacciner l'animal, s'engager à le stériliser, à donner des nouvelles à l'association, parce que nous faisons un suivi post-adoption. L'animal reste au nom de l'association pendant plusieurs mois et on change le nom du propriétaire qu'au bout d'un suivi abouti. Ce genre d'action sur le territoire, vous les mettez souvent en place, ça se déroule tout au long de l'année ? Ah oui, tout le temps. Quel autre genre d'action vous mettez en place ? Quel type d'action vous mettez en place sur ce territoire ? La stérilisation des chattes sauvages. Que quand elles sont trop sauvages et qu'elles ne sont pas adoptables, on les stérilise, on les identifie et on les relâche sur site où elles sont identifiées comme chats libres, mais toujours au nom de l'association. Combien de familles d'accueil, de bénévoles vous manque-t-il aujourd'hui ? C'est compliqué à dire, je dirais qu'on en a toujours besoin. Je n'ai pas de chiffres, mais je reçois des appels tous les jours, des demandes de sauvetage tous les jours. On aurait vraiment besoin de beaucoup plus. Une dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? J'allais dire plus de bénévoles, mais peut-être est-ce qu'il y a des projets qui vont se mettre en place là, dans les prochains mois pour votre association ? De grandir, j'ai envie de dire, d'avoir plus de dons. D'être d'intérêt général, donc les dons puissent être déduits des impôts de 66% pour tous nos donateurs. Voilà. Et je rappelle que ce week-end d'adoption se déroule donc ce samedi et dimanche au magasin Animaliste de Maurepas. Venez nombreux et pour plus d'informations sur Family Wanted, vous avez la page Facebook qui s'affiche en bas de l'écran. Merci Sophie Legrand d'avoir été avec nous. Merci à vous. Présidente de cette association Family Wanted. Ce week-end, vous ne pourrez pas, en revanche, vous rendre au Speed Park des Clés-sous-Bois. Le parc de loisirs a fermé définitivement ses portes au public dimanche dernier. Il proposait notamment des activités de bowling, de karting ou encore d'arcade. Ouvert depuis 2012, le lieu était jugé trop petit par sa direction qui a donc décidé de le déménager dans des locaux plus grands en Essonne. Une fermeture qui déçoit forcément les habitués. Écoutez ces quelques réactions au micro de Patrick Jacques de Dixmude. C'est un peu dommage parce que nous l'hiver ça nous permettait de venir quand il pleuvait, quand il faisait pas beau, c'était important de venir et puis c'est un coin où on peut se retrouver tous ensemble. On regrette vraiment la fermeture du Speed Park. C'était pas du tout, on s'attendait pas du tout que ça allait fermer aussi vite. Déjà on était surpris parce qu'on le savait pas. Et oui, c'est un peu embêtant parce que de temps en temps on vient faire un bowling avec les enfants. Et là, on était en train de regarder le bowling le plus proche, ça nous éloigne pas mal, donc c'est embêtant, forcément. Et direction Saint-Germain-en-Laye, le domaine national du château accueille jusqu'au 1er octobre une exposition nommée Jardin de mémoire. Les 4 artistes ont travaillé avec des personnes souffrant de maladies psychiques. Découverte de ce travail avec Mickaël Elmidoro et Nicolas Dandry. Depuis le 1er juillet, 12 œuvres ont pris place dans le domaine national de Saint-Germain-en-Laye, un projet d'envergure mis en place par l'association Art Convergence. Objectif, créer du lien social à travers le monde de l'art. On a donc imaginé un parcours artistique et sonore dans lequel des artistes pouvaient travailler avec des personnes en situation de handicap psychique ou de difficultés psychiques et des soignants en psychiatrie. Et ce projet est donc né de cette collaboration. Pour cette première édition en plein air, les 4 artistes ont travaillé avec une vingtaine de patients et des soignants venus des centres d'accueil de jour de Rambouillet, Trappes, Versailles et Saint-Germain-en-Laye. Ensemble, ils ont imaginé un monde qui éveille les sens. Il y en a certains dans lesquels vous pouvez entendre des sons pris en sous-sol par des captations de micros. Et d'autres, ça marche en alternance. Là, on s'approche des troènes et je crois que ce sont des buis qui sont derrière. Et là, vous allez avoir la voix de Mehdi qui va vous déclamer les noms des personnes inscrites sur le monument aux morts qui se trouve derrière. Pour les patients, ce travail mis en place sur 6 mois aurait des bienfaits sur leur bien-être selon le centre hospitalier de Plaisir. Du coup, ça leur permet d'exister autrement que par leur maladie, de pouvoir exprimer leur talent artistique et d'être reconnus publiquement en tant que personnes entières et non pas que comme patients souffrant de maladies psychiques. Ça leur permet de reprendre confiance en eux et des fois de leur faire découvrir leur talent artistique et leur créativité. Pour voir leur créativité, l'exposition Jardin de mémoire, l'art du partage est à retrouver jusqu'au 1er octobre à Saint-Germain-en-Laye.
Son film avait fait l'ouverture du premier festival Saint-Quentin de TV 78. Cyril Dion était hier mercredi à Montigny-le-Bretonneux. Le co-réalisateur de Demain, 1 million d'entrées au cinéma, participait à une rencontre organisée par la librairie du Pavé du Canal. 3 ans après Demain, un Yvelinois qui est également auteur vient de publier chez Actes Sud Petit manuel de résistance contemporaine, un appel au changement des comportements pour sauver la planète. Mélanie Poquet et Nicolas Dandry l'ont interrogé. J'ai essayé de théoriser un peu sur ce qui s'est passé, de comprendre pourquoi Demain avait fonctionné comme ça, ce qui continuait à ne pas marcher dans le mouvement écolo, et puis essayer de faire des propositions complémentaires, et notamment des propositions de stratégie. Et donc, moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est de voir que le succès de Demain était, entre guillemets, la preuve que quand on produit un récit, quand on raconte une histoire qui est suffisamment bien foutue, désirable, touchante, même par rapport à ces questions, ça donne de l'énergie, ça suscite de l'enthousiasme, ça entraîne des gens dans une volonté de faire des choses. L'Yvelinois Cyril Dion, à qui l'émission VYP sera prochainement consacrée sur TV 78. La saison dernière, vous aviez l'habitude de retrouver ce rendez-vous le mardi. Désormais, le portrait de la rédaction, c'est chaque jeudi dans le 7-8 journal. Focus sur les personnalités qui font le département des Yvelines. Lui a 110 ans, il est le doyen d'Île-de-France. Michel Chevalier est un habitant de Saint-Rémy-les-Chevreuse. Récemment, il a écrit un livre revenant sur ses plus d'un siècle de vie. Jules Colly l'a rencontré. C'est à la maison de famille des Eaux Vives, à Saint-Rémy-les-Chevreuses, que nous rencontrons un homme aussi souriant qu'accueillant. Doyen d'Île-de-France, mais également vice-doyen de France, Michel Chevalier a fêté cet été ses 110 ans. Un événement à la hauteur de son enthousiasme. Ils ont fait une aide d'honneur avec de la musique. Il fallait que j'embrasse toutes les aides-soignantes, les infirmières. C'était formidable. Je ne devrais pas dire ça, mais je me considère comme le bien-aimé. Je sens que je n'ai pas d'ennemis. C'est beaucoup, hein. Un patient modèle, toujours prêt à aider le personnel de la maison, tout en participant à plusieurs activités, tout particulièrement l'écriture. Alors, Monsieur Chevalier est arrivé il y a maintenant 4 ans dans notre maison. Il avait donc 106 ans. Il est très actif dans l'établissement. Il a vite trouvé ses repères. Il a écrit un livre avec notre art thérapeute, un livre qui reprend toute son enfance. Il n'avait jamais écrit un livre de sa vie. Ce projet l'a mis aussi sous la lumière des projecteurs. Il a été reçu en mairie. Il a vendu une centaine de livres. Un récit retraçant la vie d'un homme sur tout un siècle, dans lequel Michel nous raconte ses nombreuses expériences. Après la mort de ma femme, j'ai changé. Je dis, faut que tu fasses quelque chose, quoi. Je suis parti au bal en 2004. En 2004, Michel m'y a dansé. J'ai dansé pendant 3 ans encore. Et c'était bien. Et je dansais bien. Et je dansais tellement bien que deux fois il y a eu des syncopes. On est obligé d'appeler les pompiers parce que j'avais eu une syncope. C'est un monsieur qui n'a aucune difficulté au niveau cognitif ni au niveau physique puisqu'il se déplace très bien avec son déambulateur. Un personnage unique et attachant, bientôt arrière-arrière-grand-père, qui se résume lui-même mieux que quiconque. Il n'y en a pas beaucoup qui s'appellent comme moi. Je ne suis pas comme les autres, quoi. Et puis lui aussi est centenaire mais habite Montigny-le-Bretonneux. Marcel Raoul a été fait hier mercredi chevalier de la Légion d'honneur, remise des insignes par l'Union nationale des combattants lors d'une cérémonie à la mairie de la ville. Marcel Raoul est distingué pour ses actes de bravoure. Blessé en 1940 par l'armée allemande, il vit encore aujourd'hui avec une balle dans l'omoplate. On écoute le maire de Montigny-le-Bretonneux interviewé par Isabelle Cariscos.
Cette Légion d'honneur, c'est un événement juste exceptionnel parce qu'à Montigny, je ne suis pas sûr, et je le sais même, il n'y a pas d'autres centenaires, en tout cas des centenaires qui ont fait la guerre comme M. Raoul. Et quand au mois de mai, Mme Raoul a appelé la mairie pour savoir comment faire pour cette décoration, j'ai tout de suite pris la voiture et je suis allé les voir pour organiser cette cérémonie d'aujourd'hui parce qu'un tel événement, pour moi même, méritait un hommage presque national. C'est la fin de ce journal. Je vous rappelle ce rendez-vous demain sur TV 78, le premier numéro de la saison du 7-8 l'hebdo, où cette information sera développée, la visite de Muriel Pénicaud à Guyancourt. La ministre du Travail s'est rendue sur le tout nouveau campus des services de l'automobile et de la mobilité. Le site de 12 000 m² a ouvert ses portes en cette rentrée. Sur place, 4 organismes de formation pour préparer à l'ensemble des métiers des services de l'automobile. Il existe 13 domaines d'activité du commerce au contrôle technique en passant par le dépannage et plus de 130 000 entreprises agissent dans ce secteur. Cette édition, elle est bien sûr à revoir sur notre site internet et notre application mobile. Le 7-8 journal revient lundi. Belle soirée sur TV 78.